Ok, salut tout le monde. Nouveau format aujourd'hui qu'on a mis en place. Premier podcast. Et pour le coup, je ne suis pas tout seul. Je suis avec Trash, qui est le responsable des équipes Werewolf en France. Voilà, donc je vais quand même faire une petite présentation. Déjà, je vais me présenter moi-même, mais si vous êtes là, c'est que vous me connaissez comme un minimum. Sinon, je comprends pas pourquoi vous me regardez comme ça. Donc, moi, vous m'avez déjà vu à travers les réseaux sociaux, sur YouTube, sur tout et n'importe quoi. Peut-être déjà eu en stage. Donc, j'ai fondé l'entreprise Werewolf Canine avec la création d'une pédagogie, une façon de travailler les chiens pour améliorer leur comportement de manière générale, pour supprimer des problèmes comportementaux, pour améliorer leur capacité, soit du tirage en laisse, que ce soit d'obéissance, que ce soit de la gestion émotionnelle, que ce soit de la prédation, que ce soit de la réactivité, ou pour tout ce qui est opérationnel, du travail, donc opérationnel, je veux dire tout ce qui est chien militaire, chien de police, tout ce qui va être pareil, gestion émotionnelle, travail de défense, désignation laser, guidage par drone, détection, enfin voilà, toute une multitude de choses. On a développé pas mal de techniques. L'entreprise se développe pas mal. Et donc, du coup, comme elle s'est développée, j'ai eu besoin à un moment donné de m'entourer de gens compétents. Et c'est là que j'ai rencontré le collègue que vous avez en face, qui a été le premier à rejoindre l'équipe que j'ai vu en stage. Il vous en parlera après. Il avait un chien réactif. On a travaillé ça ensemble. Il y aura de quoi détailler ça. Et du coup, il a rejoint l'équipe et de par ses compétences et ses connaissances, autant dans la gestion humaine, le management humain et la gestion canine, il a tout naturellement pris le poste de responsable des équipes en France, parce qu'après, on a eu 15 autres personnes qui nous ont rejoints et c'est lui qui chapeaute, qui manage tout ça et qui fait en sorte que tout se passe bien. Et il est encore sur le terrain à prendre en compte vos chiens, à gérer vos problèmes de réactivité, parce que c'est souvent le cas, vous faites souvent appel à nous pour ça. Il est proche de la Suisse et il y a beaucoup de Suisses qui traversent la frontière pour venir travailler avec lui. Donc voilà la petite présentation sommaire. Donc moi et lui. Voilà, salut. Ok, le petit salut. Allez, maintenant on va discuter un petit peu. Donc le but de ces podcasts, c'est qu'on va prendre un certain nombre de sujets et on va le détailler ensemble. Ça peut être des choses qu'on a fait ensemble, des activités que l'entreprise a faites, des stages, des chiens particuliers, ça peut être des événements d'actualité, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Et on va discuter de tout ça. Et comme ça, vous allez au mieux pour apprendre des connaissances et au pire, au moins trouver ça divertissant, vous amuser et vous occuper le temps de votre trajet pour aller au boulot en écoutant le podcast dans la voiture ou quand vous êtes au sport avec vos oreillettes. Voilà. Au minimum divertissant, au mieux, au moins, on vous apportera des connaissances. Mais on cherchera toujours à vous apporter des connaissances comme à chaque fois. Ok. Allez, on va attaquer le premier sujet. Et là, du coup, Trash était avec moi. La formation de chiens de protection. Donc là, on revient de Pologne. On était en Pologne il y a quelques semaines et on a formé des chiens français et suisses, luxembourgeois, enfin francophones là-bas à la protection. C'est-à-dire que dans leur pays, dans notre pays, la France par exemple, on ne peut pas former un chien à la défense personnelle. Ça n'existe pas, c'est complètement interdit. Et comme vous le savez tous, on vit dans un pays hyper sécuritaire, hyper safe. Du coup, on n'a pas besoin de se protéger, rien du tout, tout se passe bien. Voilà, vous avez compris. Donc du coup, les gens ont traversé l'Europe pour venir se former dans des pays où il était légal de former les chiens à la protection personnelle, tout en respectant après un cadre juridique spécial en France, le cadre de la légitime défense, pour pouvoir employer le chien dans le strict cadre de la loi française. Donc du coup, ils ne sont pas hors clou. Ils ont le droit de faire des activités à l'étranger. Le chien a le droit d'être formé en France et le chien peut être employé dans un cadre de légitime défense. Donc voilà, tout est carré, tout est légal. Donc voilà, Trash, t'étais avec moi, c'est ça? C'est bien amusé? Yes, Voilà. impeccable, super expérience. Voilà, avec une équipe pareil qui était compétente aussi, des stagiaires qui étaient motivés, des parties prenantes pour acquérir des compétences et voilà, super expérience pour tout le monde, je pense. Exact. En plus, il y a beaucoup d'équipes qui ont fait le déplacement. Donc il y avait toi, il y en avait une demi-douzaine qui étaient venus avec pour renforcer, voilà, c'était cool. On avait du monde sur place pour bosser. Donc, ce que je voudrais vous montrer, ce que je vais vous mettre à l'écran, ce que je vais essayer de mettre à l'écran. Voilà. Je vais essayer, voilà, vous le voyez bien. Donc, j'ai préparé des petites vidéos un peu pour illustrer, que vous voyez un peu, qu'on n'est pas juste à blablater. Donc là, c'était le terrain d'entraînement, donc c'était avant ou pendant le stage. Donc, vous êtes souvent à penser que quand on forme un chien à la défense, on risque de le rendre taré, agressif, fou. Je vais vous montrer que c'est pas du tout le cas. Donc là, c'est mon chien, perso, hein, c'est Matt. Hein. Vous voyez,
détendu, tranquille, il fait des bisous à tout le monde, hyper sociable. Et au milieu de tout ça, j'ai caché quelqu'un, vous allez le voir au fond, là, dans sa petite tenue. Voilà, vous voyez, hein, sociable, pas du tout taré, pas du tout agressif. Et pourtant, il l'était de base quand je l'ai récupéré. Et au milieu de tout ça, je vais lui désigner une cible. Il va aller se faire plaisir. Vous voyez, il prend son petit jouet, il est content. Il aime les gens. Là, la cible en face, je le désigne. Bam, c'est parti. Et du coup, après, il est aussi capable de redescendre très vite et de redevenir complètement stable. Donc, l'idée reçue comme quoi un chien qui est entraîné au mordant, entraîné à la défense, est un chien qui est agressif et taré, c'est complètement fou. Le chien est capable d'eux, et voilà, on l'entraîne sur la partie préda, sur le jeu. Vous voyez, on l'entraîne sur du jeu, on n'entraîne pas à l'agressivité pure, on n'entraîne pas sur la peur, on est vraiment dans du pur loisir pour le chien. C'est plaisant de faire ça, ce qui nous permet après de garder du coup un chien stable émotionnellement, qui commence pas à vriller, à devenir agressif avec tout le monde. On n'est que sur du jeu. Donc là, vous voyez, c'est une phase, on a commencé avec la petite manchette, après on a transitionné sur des mecs dans le costume complet, et on a mis après des habits civils dessus pour travailler le déconditionné. Cette partie-là est intéressante, après on en discutera avec Trash. Donc vous voyez au fond le mec à droite, donc c'est un mec qui est venu former sa chienne, et à gauche en bleu, le bad guy. Donc ce qu'on veut, nous, dans ce type de stage, c'est créer des chiens stables, émotionnellement, pas des chiens qui vrillent, qui attaquent tout ce qui bouge, ça jamais de la vie. Donc, on va faire un petit exercice. Donc le mec va se rapprocher, il va juste discuter, demander l'heure, faire une connerie, rien de plus. On voit le chien, il n'est pas fixé dessus, pourtant il a bien le haut de toile, c'est l'odeur que le chien sent, ça l'excite. Et là voilà, la chienne, elle s'en fout, elle fait sa petite life, il se passe rien du tout. Vous voyez, c'est le côté social qui est intéressant à prendre en compte. Le chien est stable émotionnellement. Vous voyez, ça s'écarte, après il y a eu le scénario, on va voir, ça monte un peu en pression, et le mec il va s'exciter un peu plus. Si je me souviens bien, il va peut-être essayer de la faire aboyer un peu pour une partie dissuasion, hein, parce qu'on joue à la dissuasion aussi. Hein. Voilà, il l'a fait aboyer pour dissuader l'agresseur d'arriver. Donc là, il jouait un mec un peu plus énervé. Et là, vous allez voir, il va feinter une attaque au couteau. Donc il a un bâton, ça simule le couteau. Il feinte, et voilà. Et sur ordre, bam, ça défend. Légitime défense, lâche le couteau. Voilà, on fait un peu s'amuser. En cas de légitime défense, évidemment, il faudrait faire cesser directement, parce que le couteau a lâché. Vous allez voir la cessation directe. Dès qu'il va la faire, c'est voilà, bim, ça revient, c'est étendu, c'est joyeux, on voit pas de peur, on voit rien. Le chien prend des odeurs directes. C'était normal, c'était distrayant, c'était cool pour. Je ferme juste ça. C'était hop là, cool pour le chien. Donc, vous voyez, on est capable de former des chiens de défense, mais en les gardant complètement social, en les gardant complètement stable émotionnellement. Donc c'est tout ça que je voulais mettre vachement en avant. Qu'est-ce qu'on a pensé, Trash, du stage, des chiens, de tout ça? Bah déjà, il y a quelque chose qui est très intéressant, hein. C'est que on a souvent tendance à penser que le chien, il va savoir mordre tout de suite, que c'est inné, c'est un principe voilà, qui serait complètement génétique chez le chien. Et en fait, pas du tout. Il faut quand même une phase d'apprentissage pour que le chien il soit capable déjà de comprendre ce qu'on attend de lui, et puis après de mordre sur commande, pas de faire n'importe quoi. Et donc, on a vu qu'il y avait certains chiens ceux qui n'avaient pas spécialement de drive spécialisé là-dedans, avaient plus de difficultés que d'autres. Donc pour ça, il faut vraiment les motiver. Enfin, il y a tout un boulot à faire. Et ça montre bien une chose, c'est qu'on n'est pas du tout dans un dressage qui va promouvoir l'agressivité ultime, puisque sinon, ben voilà, par réflexe de défense, le chien pourrait mordre en fait, quoi. Exact. C'est vrai que c'est bien que tu précises ça, c'est que beaucoup de gens pensent mon chien va me défendre parce que c'est en sa nature, il sait faire, tu vois. Alors que pas du tout. Vous savez, la moitié des chiens, ils avaient zéro drive, ils n'étaient pas intéressés par le jeu, on a galéré. Et même les chiens qui mordaient, qui étaient intéressés par le fait de mordre, on a dû les travailler fortement pour qu'ils soient capables de mordre sur l'homme et de faire un truc propre, quoi. Exactement. Tout ça, ça casse un peu les mythes en fait, hein. C'est vraiment. Et ce qui est très intéressant aussi dans ce genre de formation, c'est justement le fait de les motiver et d'être dans quelque chose qui soit très valorisant, plaisant pour le chien en fait, quoi. Parce que le maître va mettre aussi beaucoup d'enthousiasme, qui va créer un engouement chez le chien, que le chien après va être capable d'aller taper fort, et en même temps le maître puisse garder justement un contrôle sur lui, quoi, avec une bonne cessation, c'est tous ces aspects-là qu'on a essayé de travailler et de mettre en place pendant ce stage.
Et c'était pas trop mal quand même, hein, les résultats qu'on a pu avoir. Ouais, ouais. Voilà, avec des chiens justement qui arrivent à avoir une super cessation, qui arrivent voilà, qui se font plaisir, des maîtres qui sont aussi très enthousiastes. Je trouve que ouais, les résultats étaient loin d'être dégueux, quoi. Ouais, et en seulement 4 jours, et tu arrivé à la fin des mises en situation. Le chien, bah, il y avait des mises en situation où bah, le chien ne fallait pas qu'il morde. Il n'y a pas systématiquement un mort. Des gens, ils viennent juste t'aborder pour te demander l'heure, te demander une clope, ou juste t'insulter. Par exemple, si tu as des idiots, surtout sur Paris, hein, ceux qui connaissent, bah, tu vas pas envoyer le chien à l'attaque. Donc déjà, il y a la gestion du maître de est-ce que je suis en légitime défense et je peux employer le chien ou pas. Et le chien qui est stable et qui commence pas à s'exciter parce qu'il y a un mec en face qui commence à insulter, tu vois. Donc, et finalement, les chiens, bah, ils se contrôlaient bien, c'était propre et c'était nickel. Parce qu'il y a la partie entraîner le chien, mais il y a aussi la partie entraîner l'humain, où c'est pas la fête et tu n'envoies pas ton chien attaquer à tout va. Tu as un cadre strict de légitime défense et tu fais pas ta vie, surtout pas en France, quoi. Ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, hein, quand il y a le couteau, donc là, ça lui justifie c'est une vraie atteinte possible, donc ça justifie de pouvoir envoyer son chien. Maintenant, quand le mec lâche le couteau et qu'il est par terre, on va pas laisser le chien continuer à le déchiqueter gratuitement comme ça pour te faire plaisir, quoi. Il faut effectivement Ex- rester dans un cadre qui est très strict et pas faire n'importe quoi. On n'est pas là pour faire n'importe quoi, hein. C'est pas vraiment, c'est pas un truc où ça qui est important que les gens y comprennent, c'est que le but du jeu, c'est pas d'avoir des monstres, des bêtes à tuer à la maison, quoi. C'est vraiment d'avoir des Exactement. chiens équilibrés, posés, qui se font plaisir et qui, le cas échéant, pourraient voilà, être amenés à défendre. Exact. Donc, juste pour la pression de la vidéo, donc, comme j'ai dit, hein, dès que le couteau était lâché, c'est là que le chien aurait dû cesser. Mais on était dans une phase d'entraînement, une motivation au chien à mordre, à garder de la motivation pour. Donc, c'était fait en sorte pour le travail du chien, mais le maître avait bien conscience que c'est à ce moment-là qu'il aurait dû faire céder. Donc c'est pas la meilleure image d'illustration pour le côté légitime défense, mais vous avez bien compris, je vous ai expliqué. Bon, le couteau à lâcher, le mec il dit ok c'est bon, bah, bam, le chien cesse, terminé, retour au calme. Pour Oui, rester dans d'ailleurs, un cadre légal. d'ailleurs, effectivement, on a fait aussi des mises, on a parlé, hein, tu as évoqué ça, hein, des mises en situation donc très contextuelles avec, voilà, est-ce que à ce moment-là, je fais intervenir le chien ou pas? Comme tu dis, hein, si jamais les mecs sont seulement agressifs, est-ce que ça justifie l'emploi du chien, l'usage du chien pour utiliser le terme? Ouais. C'est plutôt, voilà, hein, on est d'accord que c'est complètement à proscrire et en plus, outre les problèmes légaux que ça pourrait engendrer chez le maître, ça pourrait aussi coûter très très cher au chien. Donc on n'est absolument pas là pour ça, justement, quoi. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a fait intervenir une société spécialisée dans le cadre juridique de la défense personnelle en France, qui a fait une conférence avec tous les stagiaires pour bien leur expliquer le cas de la légitime défense, comment, pourquoi, que ça leur rentre bien dans la tête et qu'ils aient connaissance de ce qui va se passer s'ils font de la merde. Qu'ils ont bien aussi connaissance de je peux faire ça dans ce cas-là, mais pas ce cas-là. Voilà. Ok, donc ça, il y en aura d'autres, hein. S'il y a d'autres Français ou d'autres francophones qui sont intéressés par ce type de stage, on en refera d'autres. Allez, on va attaquer la suite. Bah, on ne s'est pas déplacé que pour faire stage de protection. Donc après moi, je suis resté sur place. Lui a dû rentrer en France pour manager les équipes parce que bah, y avait un taf monstre. Et ça, d'ailleurs, merci à vous de nous faire confiance et de réserver des stages de partout avec nos équipes. Vous êtes au top pour ça. Donc voilà, Trash a dû rentrer pour manager ça. Donc moi, je suis resté ensuite pour attaquer différents types de stages. Donc par exemple, je vais vous montrer là, hein. Vous avez la chance, on a des vidéos, on peut vous montrer un peu les vidéos. Après, je vais vous montrer des trucs aussi intéressants sur le traitement de chiens agressifs, pas que réactifs, agressifs. Donc voilà, bam. Donc là, c'était le premier stage que j'ai attaqué, désignation laser. Donc là, j'étais en présentation avec Saïka, j'expliquais comment fonctionne la désignation laser. Donc il y en a plein en fait qui trouvent ça débile, simple. Dès qu'on met une vidéo, bah, toi, Trash le premier, hein, tu as mis des vidéos de désignation laser, personne n'en a rien à branler en France de ça. Personne ne regarde jamais ce truc-là, il pense que c'est bidon et que le chien, c'est comme un chat, il voit le laser, il part derrière, c'est super simple, tu vois. Alors que c'est complètement éclaté. Là, les stagiaires, je les ai vus pendant 2 jours. À la fin, ils étaient à peine tout au début du truc, hein, pour faire ça propre, valoriser le laser, faire un truc carré. Ça prend des délais. Et là, vous allez me dire, à quoi ça sert la désignation laser? Bah, c'est facile, ça sert à énormément de choses.
Donc, soit pour les opérationnels, désigner une target pour le chien pour qu'il ait faire de la détection, soit de l'attaque, soit de la recherche de victimes. Toi, tu as pour positionner le chien à un endroit particulier. Et pour un emploi civil, donc juste particulier pour vous, apprendre des trucs à faire avec votre chien. Vous voyez, moi, j'étais exemple à la con. Je me suis posé à un endroit, j'ai oublié ma bouteille de flotte, je m'écarte avec mes chiens, je me pars, ah putain, j'ai ma bouteille de flotte. Bon, tiens, j'ai la flemme de faire un 50 mètres, bam, le laser, et j'envoie Saka récupérer une bouteille de flotte et me la ramène. Exemple à la con, hein, et ça donne des possibilités. Ensuite, pour moi, comme je l'emploie, j'ai déjà employé sur les stages de réactifs, c'est intéressant des fois de pouvoir prendre le laser, positionner mon chien à un endroit précis, et quand je passe avec le chien du stagiaire, rebalancer le laser ailleurs et faire traverser mon chien dans des axes précis, pouvoir, grâce au laser, créer des axes de passage pour le chien pour que mon chien passe à des moments précis, des endroits précis à côté du chien que je suis en train de travailler. Donc, il y a plein de côtés intéressants au laser, à désignation laser targeting. Donc, du coup, là-bas, il m'avait sollicité pour ça. Donc, on a bossé pendant 2 jours. De toute façon, toi, Trash, il a le laser, ton chien. Yes, bah oui, comme tu dis, hein, de toute façon, il y a des vidéos comme ça qui fonctionnent plus ou moins bien, et effectivement, le laser, ce que j'ai posté, ça fait pas énorme de vues. Alors que je trouve que c'est hyper intéressant, mais je reviens à tout ce que tu dis, de toute façon, rien que le fait déjà d'apprendre quelque chose à son chien, de partager ce truc-là, c'est assez fun. Et puis après, oui, on peut trouver tout un tas d'applications générales. Après, c'est un dressage qui demande quand même un petit peu de travail, hein. C'est pas un truc Ouais. qui va s'apprendre, comme tu dis, hein, en une journée. Mais avec un peu de boulot, après, on arrive à faire quand même des choses qui sont, oui, qui sont intéressantes, où on peut mettre le chien, voilà, lui indiquer un point hauteur, un point bas, un point où on veut, en fait, quoi. Et puis le chien se rend sur ce point et attend la consigne suivante. Donc Ouais. moi aussi, je m'en sers un petit peu, mais c'est surtout pour du fun, hein. Moi, c'est vraiment le truc. C'est vrai que je l'ai jamais utilisé encore en séance, mais pourquoi pas, effectivement, à travailler, à explorer comme piste. Ouais, exact. Moi, je l'avais pas mal employé en séance. Je trouvais ça vachement bien. Tu sais, t'es derrière le chien, donc tu as le stagiaire avec son chien réactif devant. Toi, tu te positionnes derrière dans un axe avec ton chien, tu désignes une target au loin et ton chien Ouais, part et suit une trajectoire précise et passe dans l'angle mort du chien des moments précis et timing précis, tu vois. Et ça permet de créer plus de mise en situation encore, tu vois. Ou carrément envoyer ton chien, tu as un endroit A avec ton stagiaire, t'envoies le chien à 100 mètres à l'autre bout du monde là-bas, il est en stand-by, tu lui dis, tu sais, tu mets la radio, comme moi je mets sur mon chien, je lui dis de se coucher, ouais, il se couche, et quand j'arrive à un moment précis, c'est l'autre chien, il s'est endormi, ok, il n'y a plus de chien, machin est détendu, et là je pète à la radio un rappel, et tu as le chien qui sort de nulle part là-bas, qui fonce vers nous, donc ouais. ça crée des situations de chien en free, tu sais, qui arrivent vers nous. Donc c'est... en fait, tous ces trucs, les gens disent ah, c'est nul, c'est machin, mais tu as toujours moyen de les utiliser à un moment donné dans ta vie, ou pour du fun, parce que c'est cool d'apprendre des trucs avec ton chien, de faire des trucs Oui. cool, ou après dans le domaine professionnel, que ce soit opérationnel, ou quand tu travailles avec le chien, quoi. T'as galéré, toi, à l'apprendre à ton chien? J'ai mis un peu de temps, mais après, non, honnêtement, j'ai fait ça, ça m'a pris quoi, allez, pour qu'il l'ait correctement, on va dire quelques semaines, en s'y mettant régulièrement, et puis après en bossant vraiment, voilà, pour que après ce soit quelque chose qui soit acquis, sans qu'il y ait de bugs, sans qu'il y ait quoi que ce soit, pour qu'il comprenne aussi ce qu'il doit chercher, qu'il regarde bien le laser, enfin voilà, qu'il ait bien compris que c'est le point qu'il doit chercher. Enfin voilà, que des petits détails comme ça qui montrent que le chien il est opérationnel plutôt qu'il va prédater un laser, par exemple. En fait, Ouais, exact. on voit beaucoup de vidéos comme ça où le chien court après le laser, en fait, et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Nous, on veut qu'il soit capable de fixer le point, et ensuite, une fois que le point s'arrête, sur ordre, démarrer et aller se positionner là où le point est positionné, ce que le point désigne, en fait, quoi. Exact. C'est vachement important ce que tu dis. Nous, dans notre façon de travailler, le chien court pas après le laser. Le laser monte un point d'intérêt au chien et il sait qu'il doit se rendre à ce point d'intérêt ou exécuter quelque chose qu'on lui a demandé, de la détection ou peu importe. Et il chasse pas le laser comme un gros débile. Là, il y a moyen de rendre le chien fou à faire ça. Ouais, Ça va, en quelques semaines, tu as réussi à faire vite. Matt, moi, il m'a fallu, je crois, 2 mois ou 3 mois à lui mettre le laser. Il était insupportable avec ça. Saika, ça m'a pris quelques jours. En fait, les chiens, c'est variable. Ils le voient le laser direct, c'est bon. Et des chiens, ils s'en battent les rouleaux. Et tu galères à lui faire comprendre, quoi. Ça peut prendre du délai. Ça, les gens disent, bah, ouais, moi, c'est facile.
Au début, j'étais parti un peu sur une péda et ensuite j'ai changé en cours de route et ça m'a débloqué des choses. Disons que ma pédagogie de départ, elle était bien pour initier le truc, mais après, je suis resté un peu englué dedans et il a fallu que je m'adapte en fait parce que le chien, il progressait plus et donc du coup, il a fallu modifier deux, trois trucs et une fois que j'ai eu débloqué ça, après, c'était parti. Ouais, c'est ça, l'adaptation. Tu as une pédagogie, de toute façon, tu as une structure de base, une colonne vertébrale pédagogique de base, mais après, tu es forcé, obligé de sortir, de t'adapter, de trouver des variantes et pour tous les chiens. Moi, du coup, pour le laser targeting, j'ai passé, je crois, une demi-douzaine de chiens. Il n'y a pas un chien où il n'y avait pas des variantes. La pédagogie de base était la même, mais après, il fallait tout le temps une variante. Il fallait passer sur des friandises, il fallait passer sur plein de petits détails. Le positionnement, au lieu que le maître soit derrière, il faut qu'il soit en face. Plein de petits détails de merde pour débloquer. Ouais, après, il faut avoir le cerveau qui tilte, être connecté et se remettre en question et pas rester buté dans sa pédale là, et s'adapter. Donc, ouais, c'est ça, nickel. Et du coup, après, donc là, c'est sur laser targeting, mais ce qui va vous intéresser un peu plus, vous qui regardez la vidéo, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, après ça, on a eu 4 jours de stage pour des professionnels. Hein. Là-bas, en fait, c'est pas des particuliers conformes, c'est des professionnels. Donc, c'est des dog trainers locaux, enfin locaux du pays, quoi. Donc là, après, on a eu un stage, évidemment que je dû donner en anglais, c'était génial, sur la gestion de chiens agressifs, réactifs, agressifs. Donc là, j'ai expliqué toute la partie théorique. Hein. C'est important d'avoir une grosse base théorique sur laquelle après évoluer et travailler, même si le terrain, c'est important. Mais si tu n'as pas de base théorique, le terrain, tu vas faire de la merde. Et ensuite, on a traité quelques chiens. Et je vais vous montrer des exemples de 2 chiens traités pour montrer un peu notre façon de travailler sur du cabot. Vous allez voir, voilà, on a plein de techniques, plein de façons de faire. Donc là, j'en ai utilisé 2 avec 2 chiens différents, agressifs humains, pour le coup agressifs qui mordent de l'humain, pas que réactifs. Hein. Donc d'abord, voilà, ce petit chien là-bas, berger hongrois. Première fois que je voyais ces chiens-là, réactivité sociale, un peu de réactivité de peur, et il mord. Il a déjà mordu de l'humain, il m'a déjà mordu aussi avant que je le travaille. Et là, on a commencé à le travailler. Donc, je vais juste aller devant le chien, on va voir qu'il va essayer de m'attaquer. Et si elle ne le maîtrise pas, le chien me mord. Il m'a mordu, hein, c'est sûr qu'il me mord. Donc elle va le maîtriser et elle va appliquer une petite sanction sur le chien. Donc là, vous voyez, je suis juste en face, bam, elle le stabilise juste, petite tension de laisse, le chien se repose, terminé. Voilà. Là, je lui dis de parler, de rester en tête du chien, je m'écarte et on va recommencer. Et là, vous allez voir, bizarrement, les attaques, ça va bien se passer. Et après, le travail progressif. Je vais monter en pression de plus en plus. Première fois, enfin, ma façon de travailler, après toujours des variantes dans les équipes, hein, j'aime bien pousser le chien pour qu'il réagisse, lui faire comprendre qu'il n'a pas à réagir, et ensuite j'y vais progressivement. Là, la maîtresse reste tout le temps connectée avec, c'est les petites techniques qu'on a. Et après, valorisation. Et là, vous voyez à la fin, je monte fortement en pression devant le chien. On a créé des contextes où le chien réagissait toujours quand elle était posée à table. Je crée plein de trucs merdiques pour qu'il réagisse, et le chien finalement ne réagit pas et est récompensé. Vous voyez, premier truc, je arrive juste devant, le chien gueule comme un fou, essaie de m'attaquer et essaie de me mordre. Elle lui applique une simple petite sanction de tension d'aise, le chien se réassoit, elle le valorise, sans gros noms, sans trop d'émotions, très calme, très stable, très posé. Moi, je m'écarte et je reviens et je monte doucement en pression, doucement. Et à chaque fois, le chien est récompensé. Et à la fin, vous pouvez voir entre le début de la vidéo de je vais juste devant le chien, je vais faire un d'autre, hein. Je vais juste devant le chien et bam, là, ça déclenche contrôle interaction sociale ou peur. À ce moment-là, bam, petite tension. Et la fin où je suis devant, j'abuse, je fais beaucoup de bruit, je le fixe dans les yeux, c'est des trucs qui ça déclenchait le chien avant. Vous ne le savez pas, moi je le sais. Je regardais le chien, c'était parti, n'importe quoi, le faisait démarrer, il faisait attaquer de l'humain. Voilà, nickel. Avec une petite sanction et après la progressivité du travail qui est mis derrière. On en parlera après avec Trash, on vous expliquera un peu la partie réac. Et ensuite, je vais vous montrer un autre chien, un lakénois, assez rare en France, hein, vous voyez, un chien qu'on ne pouvait pas s'approcher à 2 mètres. Donc c'est son rayon, 2 mètres, agressivité humain, il mord de l'humain, était galère au bout d'un an de travail par du full positif, on arrivait à s'approcher à 2 mètres du chien. Et voilà, donc moi je l'ai pris en compte. Mon but c'était de montrer ma façon de travailler sur ce type de chien. Donc déjà le premier truc quand on a un chien agressif humain, on en parlera après avec Trash, c'est déjà qu'il nous fasse un minimum confiance pour qu'on puisse s'approcher et travailler avec le chien. Donc ce que moi j'aime bien faire quand il y a du chien qui veut me défoncer,
c'est le prendre en main, le prendre la laisse et m'écarter avec et voir le fond du chien. Est-ce que tu es une tapette qui va flipper ou est-ce que tu vas continuer à essayer de me défoncer? Ça me donne déjà une première idée du caractère du chien. Donc là, c'est un peu, je regarde, je teste un peu le chien, ce qui m'attaque. Voilà, là, il essaie de m'attaquer. Je lui dis juste à la femme de me donner la laisse et moi, je vais m'écarter avec le chien. On voit déjà qu'il fait beaucoup moins le fou. Vous voyez, il est déjà beaucoup plus sur le retrait. Du coup, ce qui fait qu'après, il a pu me faire confiance. Donc, je me suis écarté un peu avec le chien. Je suis resté un peu avec le chien. On s'est écarté. Et au final, le chien a commencé à me faire confiance. Il a compris que j'étais pas une menace. Il m'a toléré. Le chien n'avait jamais été touché par quelqu'un d'autre que les maîtres. Vous allez voir sur la vidéo que j'arrive à aller en contact avec le chien. Je suis allé super vite, parce que c'était le travail, c'était professionnel, il fallait faire des démonstrations. J'aurais été un peu plus lent avec des stagiaires. Mais voilà. Et là, voilà, le chien à côté. Je resserre un peu le groupe. Et là, voilà, je viens de le toucher. Discret, tranquille, je valorise. Et ensuite, elle va décrocher. Voilà, je le touche un petit peu. Je montre que ça va, que ça se passe, c'est tranquille. Voilà, le chien me fait confiance. Donc, je commence à travailler. Ensuite, j'ai fait approcher du monde. Toujours très progressif. Là, ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'il y a eu 15 millions d'étapes entre deux. Ça s'est pas passé de je prends le chien et il se passe ça. Là, je vous montre la finalité au bout d'une heure. Avant ça, il y a eu plein d'étapes. Là, le chien qui est autant de monde en face, c'est mort. Et regardez bien ce que je fais, tout est précis. Je déplace les gens. Je garde toujours une porte ouverte au chien pour la fuite parce que c'est la réactivité de peur. Je lui laisse toujours une porte ouverte. Il se dit, OK, je peux fuir. Et petit à petit, je resserre le cercle. Mais il a toujours dans son esprit une possibilité de fuite, ce qui évite qu'il déclenche de la réactivité de peur. Voilà, je lui ferme une porte, j'en ouvre une autre. Et là, je verrouille tout à la fin, très progressif. J'attends un petit peu, je me dis, OK, ça regarde, c'est cool, ça se passe bien. Je le touche un petit peu, je monte, et bim, je lui donne la commande de dégager. Et elle récompense le chien. Voilà, ça, c'était juste pour vous montrer des petits exemples de ce qu'on a fait là-bas. Donc, j'ai pris en compte plusieurs chiens agressifs pour le coup. Et voilà, donc ce qu'on fait, vous voyez, les sanctions, vous avez vu, il y a 3 fois rien. Et pourtant, ça marche très bien. On coupe le comportement, adapté avec la sanction adaptée au chien. Et après, très progressif, très structuré, très contrôlé, en montant en pression comme ça, petit à petit. Après, Trash, toi aussi, tu t'en es déjà tapé pas mal des chiens réactifs, agressifs, humains, chiens. Ça devient presque ton quotidien maintenant. Clairement, clairement. Et effectivement, la clé, donc, déjà, c'est comprendre un peu de quoi il retourne, en fait, de quel trouble souffre le chien, de quel type de réactivité il s'agit. Et puis après, voilà, de mettre en place un protocole qui soit adapté, d'essayer d'aiguiller aussi les maîtres. Il y a aussi un gros travail qui se fait avec les maîtres. Parce que souvent, les chiens, s'ils ont des comportements comme ça, c'est aussi parce qu'il peut y avoir des incompréhensions entre eux et les maîtres, parce qu'ils peuvent, par exemple, ne pas lui donner une place qui soit une place que le chien comprend. Donc, Ouais. là, on est en train de parler de leadership, clairement. Puis après, voilà, l'idée, c'est vraiment donc, de résoudre chaque élément petit à petit, de proposer des alternatives aux chiens, donc des voies comportementales qu'on va privilégier, que le chien va être amené à privilégier parce qu'elles seront plaisantes, parce qu'elles seront récompensées, parce qu'elles seront associées à quelque chose de positif, notamment de la part du maître. Et puis donc, c'est comme ça qu'on arrive à progresser et à résoudre des soucis de réactivité. Ce qui est important de préciser aussi, c'est que donc, tout ça, ça se fait, donc nous, sur les stages intensifs, ça se fait donc de façon condensée sur 4 jours, mais qu'après, le travail doit continuer chez le maître, en fait, de retour à domicile. On n'a pas de bouton magique sur lequel on appuie et puis le chien change du tout au tout. On a des bonnes clés, on a des bonnes, protocoles ou des protocoles qui sont relativement efficaces. Maintenant, il faut aussi une réelle implication de la part du maître pour pouvoir voir les résultats perdurer, quoi. Exactement, c'est bien que tu précises ça. C'est pour ça que on se qualifie pas d'éducateur canin à proprement parler, nous on est coach. Tu vois, j'aime bien ce terme de coach parce que la laisse au final on la touche quasiment jamais, on gère quasiment jamais le chien. On met le chien dans le bon rail, ensuite on met l'humain dans le bon rail et après on coach le tout et on les laisse en autonomie pour qu'en fait le chien
sache quoi faire, l'humain sache quoi faire, et qu'après ils peuvent continuer sur leur lancée. On n'est pas là, comme il y a beaucoup de professionnels du chien qui prennent le chien à leurs mains, et là forcément ça se passe bien, parce que les mecs, ils ont les tips, ils savent comment gérer, mais dès qu'ils filent au maître des chiens, c'est le bordel. Nous, c'est pas ce qu'on fait. C'est les gens qui gèrent leur chien, c'est leur chien, et on apprend aux maîtres à gérer leur chien, comme des coachs. On est juste là pour coacher les humains, et que ça déroule, et qu'après, effectivement, quand ils rentrent chez eux, ils ont pris un rythme, des habitudes, des attitudes par le fait que le stage soit aussi intensif, qu'après, ça déroule tout seul et ça se passe bien. Parce qu'on est clair, c'est pas en 4 jours que tout est réglé. Par contre, on a mis tout le monde dans le bon rail. Le chien, si on était sur les thèmes de réactivité, le chien ne réagit plus. Ou s'il y a des résidus de réactivité, l'humain sait parfaitement comment gérer. Et l'humain, lui, sait comment manager son chien. Et puis, comme tu l'as dit aussi, on essaie de valoriser l'humain, le maître sur son chien. C'est pour ça que, et tu me diras si toi tu travailles différemment, mais je pense pas, on n'a jamais d'humain qui sort des gros noms, qui mettent des grosses saccades, comme on peut voir quand le chien réagit, ou faire des gros trucs comme ça. On est très neutre, il n'y a pas de gros gestes excessivement coercitifs, violence, ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas d'association négative mise sur le chien. Tout est très stable émotionnellement, même au niveau de l'humain. Effectivement, oui. De toute façon, le but, c'est de préserver aussi le rapport qu'il y a entre le maître et le chien. Si on commence à défoncer un chien, après, ça casse la relation. Forcément, ça casse le leadership aussi. Et on n'aura pas des résultats déjà qui vont tenir. Et en plus, quel intérêt, quoi. Ça n'a aucun sens. D'un point de vue canin, ça n'a aucun sens. On a un chien qui sera encore plus apeuré, encore plus... Il va peut-être, restreindre certains comportements, mais ce ne sera pas stable dans la durée. Et ça n'a aucun intérêt. Et de toute façon, c'est en dehors de nos éthiques. Donc on va pas mettre en place des choses que nous-mêmes, on n'appliquerait pas à nos propres chiens, par exemple. Hein. Exactement. Quoi, je me souviens même pas en fait avoir dit à des stagiaires de sortir des gros noms fermes aux chiens sur des problèmes de réactivité, tu vois. Rien, même pas de marqueur en fait. Je crois vraiment très light, tout ça, vraiment, c'est le minimum des trucs. Mais on essaie toujours d'avoir les humains les plus stables émotionnellement possible, parce que déjà, si le chien réagit, peu importe le type de réactivité, sauf la sociale, c'est que le chien gère pas ses émotions, que ce soit de la peur ou de l'excitation. Si l'humain derrière n'arrive pas à gérer non plus, avec des gros noms excessifs, des grosses pertes de contrôle, c'est sûr que ça marchera jamais, quoi. Exactement. Déjà être maître de soi avant de vouloir être maître d'un autre être vivant, quoi. Ouais. Donc voilà, donc c'est des petits exemples pour montrer un peu ce qu'on a bricolé en Pologne. On traite du chien réactif, laser targeting, formation de chiens de défense. On est multitâche, on touche un peu à tout. Maintenant, on va venir sur un autre petit sujet. Donc, moi, vous le savez déjà, je l'ai voulu expliquer plein de fois. Hein, Matt, c'était une ordure de chien que j'ai récupéré à 7 mois. Agressif, réactif, une saloperie. J'ai pensé à le faire piquer plein de fois. Il m'a déjà mordu, il a déjà mordu des gens, il a mordu ma femme. Une horreur, ce cabot, vraiment une horreur. Je pense que si je ne l'ai pas récupéré, réellement, il serait mort. Aujourd'hui, vous avez pu le voir dans la vidéo, il est très stable, très cool, très posé. Je suis obligé de maintenir un leadership carré avec lui parce que sinon, il va me bouffer. Mis à part ça, ça se passe bien. Mais une fois que le cadre est posé, avoir du leadership, ça ne veut pas dire sanctionner le chien ou dominer le chien. Ça n'a absolument rien à voir. Mais je lui mets un cadre, et dans ce cadre-là, il est content, il vit bien, il est sociable, il est copain avec tout le monde, et tout se passe bien. Et je l'emploie sur les stages, hein, vous voyez, il vient m'aider à travailler la réactivité. Donc il est capable d'être à côté de chiens qui gueulent, qui veulent le tuer, et être détendu, posé, concentré sur moi, et tout se passe bien. Alors qu'avant, c'était une horreur, ce cabot. Mais je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Le collègue qui est là, tout pareil. Vas-y, parle-moi un peu de coupe. Le Cooper, donc Cooper Montmalinois, qui a 5 ans aujourd'hui, qui lui aussi était réactif, mais réactif par peur, ce qui donnait des situations relativement épiques, on va dire, avec un chien qui pouvait déclencher à 50 mètres sur un autre chien. Mais vraiment, voilà, réactivité par peur. Et puis, donc moi, j'avais commencé à travailler la réactivité donc de mon chien en faisant de la désensibilisation progressive, donc en y allant très progressivement, en me rapprochant très progressivement des congénères, en essayant de valoriser le congénère, mais c'était quand même pas évident, on va dire. Et ça, surtout, ça prend énormément de temps et ça ne tolère pas de bugs, en fait, quoi. C'est-à-dire que
si on commence à créer des associations positives et que dans tout ça, il y a un chien en libre qui, même sans aller jusqu'à mordre, en tout cas, a une attitude un peu trop virulente pour notre chien, c'est sûr que ça va vite casser un peu tout le travail qu'on est en train de mettre en place. Donc, tout ça pour dire que j'étais très, très satisfait de pouvoir donc travailler avec toi, Wolf, la réactivité de mon chien et puis de pouvoir lui placer un protocole adapté, ce qui a résolu le problème. Donc ça, c'est quand même fou. Et je suis, voilà, pour, sans faire de pub ou quoi que ce soit, je suis quand même la preuve vivante, mon chien est la preuve vivante que nos protocoles fonctionnent. Et j'avais un chien qui, par exemple, dans certaines situations, alors c'est très rare, mais qui pouvait figer. Ouais, ça arrive que très rarement, mais donc qui pouvait figer. Et donc, avec le contre-conditionnement qu'on a pu mettre en place, maintenant, je peux travailler avec lui. Donc c'est quand même, il y a quand même un énorme gap qui a été franchi, quoi. Là, on les voit, par exemple, les deux sur les images avec Matou. Bon, c'est ça, il y a quelques années, ça aurait été complètement impossible, quoi. Mais en l'occurrence, protocole adapté, plus voilà, euh, association positive, plus on arrive à un chien aujourd'hui qui me permet en tout cas de déjà on a une bonne relation et puis en plus on travaille ensemble, quoi. C'est mon partenaire de travail, quoi. T'as quand même un chien qui était réactif de peur, et là, tu arrives à lui mettre des chiens à la gueule toute la journée, et ça se passe nickel, il est stable avec les chiens, quoi. Oui. Alors il y a toujours des chiens avec lesquels il va être plus ou moins à l'aise. Je pense que ça c'est normal comme n'importe quel chien. Normal. Et il y a des chiens très agressifs, c'est sûr qu'il n'est pas forcément très très à l'aise. Mais c'est pour ça que j'ai deux chiens aussi. C'est bien aussi des fois de pas. Parce que les chiens, c'est comme nous, hein. Il y a des jours où ils seront plus ou moins tolérants, plus ou moins capables, et ils auront plus ou moins, sont plus ou moins motivés pour bosser. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir deux chiens équilibrés. Et effectivement, c'est bien aussi de pouvoir changer et de pouvoir proposer déjà un autre chien aux clients, aux stagiaires. Et puis, c'est bien aussi donc, de pouvoir laisser des fois le chien, donc mon Cooper en l'occurrence, un peu plus tranquille. Et puis de faire travailler un peu Jackson, quoi, mon Amstaff. Mais donc, pour répondre à ta question, oui, tout à fait. Maintenant, je peux quand même le travailler. Je peux, voilà, le amener. Et on finit par faire des balades côte à côte avec des chiens qui étaient ultra réactifs en début de stage. Et à la fin, on a quand même bien résolu les problèmes de comportement. Et on est avec voilà, plusieurs chiens les uns à côté des autres. Mon Cooper au milieu de tout ça. Et tout se passe bien. Ouais, ouais. Et je me souviens au début, tu étais arrivé, quand on s'était connu, ton chien était encore réactif. Donc on avait vu que tu as mis le travail de désensibilisation en place, mais c'est compliqué de finaliser avec ce type de truc. Et si je me souviens bien, on avait fait ça en un quart d'heure, on avait terminé la réactivité, quoi. Ça Ouais, a c'est été, ça. Ouais. on avait C'est bossé ça. ensemble, là. On Mm, va passer la seconde. Et ben, ça a été terminé. Après, enfin, on avait coupé la partie réactive du chien, mais après, on a que travaillé de désensibilisation. Il se rend compte que bah, tout exactement. se passe bien, que toi, tu es solide derrière, que s'il n'est pas serein, toi, tu es là et tu vas gérer la situation. Et que bah, après, bah, par l'entraînement, par la répétition, bah, ça s'est passé nickel. Et par ta conduite, par ta tenue, par ton leadership, tout se passait nickel. Et voilà. Mais et, de toute façon, il y en a beaucoup dans la team hein, qui avaient des chiens réactifs et qui aujourd'hui le sont plus et travaillent. Donc c'est vraiment la preuve que ces protocoles marchent. Mm, Et au final, bah, sans faire comme beaucoup font, des grosses saccades dans la gueule, des gros noms, des gros tulesses, des colliers électriques, comme il y en a encore qui utilisent, même si c'est mm, interdit. mm. Je sais, j'ai pas mal de retours qu'il y a des gens qui utilisent encore ce genre de trucs. Mais, euh, mais voilà, Cooper, ouais. Allez, on va attaquer un autre petit sujet là qui me fait rire, qui nous fait rire sur les réseaux là, l'interdiction de promener vos chiens sans laisse en Eh oui. forêt. Voilà, c'est un truc que vous voyez énormément passer en ce moment sur les réseaux sociaux. Des gens se scandalisent, des gens qui font les malins, qui disent ah, regardez, moi je prends une de mes chiens en laisse. Ils sont sur un chemin en forêt sans truc pour faire un peu le buzz, comme ça les gens commentent, ça râle. Alors déjà, ce qui me saoule réellement sur les réseaux sociaux, c'est que vous êtes et c'est un grand V sur vous, ok,
stupide. Si vous regardez des trucs, et c'est ok, c'est la vérité vraie. Si quelqu'un dit sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok qu'on peut pas promener nos chiens en forêt en libre, bah, c'est que c'est forcément vrai. Quand il y a une vidéo faux de d'IA qui prend, comme c'était un journal télévisé, qui vous dit à partir de telle date, on peut plus promener machin, et vous êtes tous idiots et vous sautez dedans comme des cons, quoi. Vous savez, il y a un truc qui est bien en France, c'est Légifrance. Vous allez sur Légifrance. Si vous savez pas quoi chercher sur Légifrance, vous allez sur ChatGPT, vous tapez, OK, donne-moi le texte Légifrance en lien avec l'interdiction de promener ses chiens sans laisse en forêt. ChatGPT va vous sortir l'article et ensuite vous allez le lire. Et là, je l'ai sorti pour vous. Je vais vous le lire, il n'est pas très long. Donc, pour prévenir, donc c'est l'arrêté du 16 mars 1955 relatif à l'interdiction de divulgation des chiens. L'article premier, donc tac, modifié par l'arrêté, on s'en fout. Pour prévenir la destruction des oiseaux et de toute espèce de gibier et pour favoriser le repeuplement, il est interdit de laisser divaguer les chiens dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers, les bois, ainsi que dans les marais et sur le bord des cours d'eau, étangs et lacs. Dans les bois et forêts, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des allées forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin. Je reviens sur la dernière partie. Dans les bois et forêts, il est interdit de promener ces chiens non tenus en laisse en dehors des allées forestières. Les allées forestières, c'est les chemins. C'est-à-dire que tout ce qui est en dehors des chemins, il est interdit de laisser son chien divaguer. Donc au milieu de la forêt, il ne peut pas divaguer parce que tu as les gibiers, tu as toute la partie repeuplement. Mais sur le chemin forestier, il est bien spécifique que vous pouvez avoir vos chiens en free. Vous pouvez très bien vous balader avec vos chiens sans laisse. Donc en fait, c'est des informations pourries de gens, soit qui le savent et qui veulent juste faire le buzz, soit qui sont aussi débiles et qui ne recherchent pas les informations. Et vous sautez dedans. Quand vous avez des informations comme ça, bizarres, trop extrêmes, chelous, allez voir la réglementation, allez voir les lois, allez voir sur Légifrance pour avoir la vérité derrière. C'est comme il y a plein de gens qui nous sortent, et toi aussi Trash, hein, ça a déjà arrivé, hein, quand j'ai des chiens sans laisse en ville, il est interdit d'avoir les chiens sans laisse en ville. J'ai même plus envie de discuter avec ces gens-là. Allez voir Légifrance, c'est marqué nulle part qu'on ne peut pas avoir ces chiens en libre en ville. Il est interdit d'avoir un animal hors de contrôle ou à une certaine distance, mais c'est seulement le maire qui peut sortir un arrêté pour dire, OK, dans ma ville, les chiens sont tenus en laisse. S'il n'y a pas d'arrêté, tu peux très bien avoir tes chiens en free. Du moment qu'ils ne causent pas de gêne, pas de dégâts, qui sont sous contrôle, qui ne sont pas à une certaine distance, au moment où tu respectes le cadre légal général, tu fais ta life. Mais ouais, tu as beaucoup de soucis comme ça sur les réseaux sociaux de gens qui cherchent pas plus loin, en fait. Ça débilise les gens, ça. Effectivement, donc de toute façon, ça c'est le propre des réseaux. Il y a une info qui est lancée, on vérifie pas, on la colporte, on la rapporte, on la modifie un peu et on arrive à des aberrations à la fin. Donc ça, c'est triste, mais c'est comme ça, quoi. Et un truc qui est surtout très intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est le fait d'avoir du contrôle sur le chien. En tout cas, que le chien ait un minimum de rappel, par exemple. C'est des choses toutes bêtes, mais qu'on soit en libre, en ville, dans la forêt, n'importe où, que ce soit autorisé. Voilà. Et que si le chien, vous le laissez aller, que vous n'avez pas de rappel, il ne faut pas le laisser aller. Il faut le garder en laisse, en fait. C'est ça, être responsable. Et à un moment, il y a la loi, c'est une chose, voilà, on est tenu de la respecter, il n'y a pas de souci. Mais c'est aussi la responsabilité de chacun, la morale, l'éthique de chacun, de se dire, là, visiblement, même si je pourrais avoir le droit de laisser aller mon chien en libre, je vais pas le faire parce que mon chien, il n'a pas suffisamment de rappel. Parce que mon chien, il n'a pas suffisamment d'autocontrôle pour se gérer. Et donc, du coup, si jamais là, je croise quelqu'un, ça pourrait poser problème. Voilà. Et ça, on est confronté tous les jours à ce genre de choses, avec des gens qui laissent aller leur chien et qui n'ont aucun contrôle dessus. Le chien n'a pas d'autocontrôle non plus. Et donc, du coup, voilà, on se retrouve dans des situations ubuesques qui peuvent être parfois dangereuses. Et en fait, c'est ça le réel problème. Plus qu'une loi, plus qu'un arrêté, plus que tout ça, c'est comment les gens ils se comportent derrière. Alors, on n'est pas là pour faire, la morale ou quoi que ce soit, mais il suffit d'un peu de bon sens et de se dire, bon, là, clairement, mon chien, pour l'instant, il n'a pas les capacités. Je vais aller voir quelqu'un de la team Werewolf Canine et puis on va bosser ça. Et puis voilà. Puis après, au bout du compte, tout le monde est content. Et vous pourrez laisser aller vos chiens en libre sur les sentiers en forêt entre le 15 avril et le 30 juin. Et il n'y aura pas de problème et personne ne vous emmerdera.
Exactement, super précision. Il y a une phrase qu'on m'avait dit à l'époque quand j'étais à l'école, que j'aime bien. Ta liberté s'arrête là où celle des autres commence. J'aime bien cette Oui, phrase-là. Et je la rapporte aux autres. C'est-à-dire que ma liberté, c'est de pouvoir me promener dehors tranquille sans me faire emmerder. Donc toi, le fait que tu aies un chien en libre parce que tu trouves ça cool, détendu, mais que tu n'as aucun rappel dessus, et que ton chien fonce sur les miens potentiellement, bah, c'est pas le cas, mais ça pourrait être potentiellement des chiens réactifs, mais je pourrais même les tenir en laisse, hein, juste me balader tranquille avec mes chiens, c'est potentiellement réactif ou agressif, juste être détendu. C'est ma liberté. Et toi, bah, tu n'as pas à entraver ma liberté en laissant ton chien faire sa life sans aucun contrôle, sans aucun rappel, et ton chien fonce sur moi, foutre en l'air peut-être le travail que j'aurais mis en place sur la réactivité, des choses comme exactement. ça. Ça m'est arrivé une fois, je travaillais avec un chien réactif, congénère, et il y a quelqu'un que je croise en face avec son malinois en free. Le chien détendu, hein, pas de souci avec ça. Bah, petite femelle, tranquille, hein. Le mec, il a trouvé ça normal que son chien vienne au contact de notre chien. Il m'a fait une petite remarque quand je me suis interposé pour que son chien ne vienne pas au contact d'une autre. Parce que nous, on travaillait avec un chien qui était réactif. Il m'a fait une petite remarque. Bon, après, ça s'est mal passé et je lui ai expliqué l'avis que, ouais, bref, je vais pas rentrer là-dedans parce que j'ai fini en prison. Mais voilà, donc, ma liberté, c'était je travaillais, je faisais ma vie, j'avais mon axe de. Enfin, c'est ça. Donc, pourquoi est-ce que ta vie vient entraver la mienne et vient parasiter ce que je suis en train de faire sur un chien réactif que je suis en train de travailler, quoi. Donc, en fait, c'est un minimum de respect, comme tu dis, de bon sens, respect envers les autres. Parce que tellement de gens non plus aujourd'hui, c'est je fais ma vie, on verra. Et tant pis, quoi. Tant pis pour la gueule des autres. Exactement. C'est insupportable, ça me rend fou. Donc, voilà. Bon, on a fait le tour un peu des sujets, hein. Ça a pris 40-45 minutes. Dites-moi en commentaire, c'est la première fois qu'on le fait. On va essayer d'améliorer le concept. Vous avez vu, c'est la première fois où on teste un peu le truc. On va l'améliorer, mais je veux surtout avoir votre retour en commentaire. Dites-moi si ce genre d'échange vous intéresse, ce qui vous a moins plu, histoire que je sache, hein, si c'est bien de savoir que ça vous a plu, c'est bien aussi de savoir ce qui vous a pas plu ou des axes d'amélioration que vous aimeriez bien voir. Comme ça, je sais sur quoi travailler avec le collègue pour toujours vous apporter plus de valeur ou plus de divertissement canin, parce que vous êtes là, c'est que vous êtes passionné de chiens. Je vous rappelle que nos équipes prennent en compte soit pour du suivi individuel, soit du stage, et ce qu'on a mis en place, tellement tout ce qu'on met en place est efficace, c'est le résultat au remboursé. C'est-à-dire, vous sollicitez mes équipes pour un stage, il y a forcément un résultat entre le jour 1 et le jour 4 où vous serez remboursé. Autant vous dire, je le dis à chaque fois, vous ne serez pas remboursé parce qu'il y aura des résultats. Comptez pas trop là-dessus. Il n'y a jamais eu de cas de figure où on a dû rembourser. Il y a toujours eu le résultat escompté. Mais vous avez cette sécurité. C'est pas comme il y a plein de professionnels, vous raquez comme des porcs et les résultats, il n'y en a pas. Nous, vous êtes assurés qu'il y aura du résultat ou que vous récupérez votre argent. Après, vous pouvez les solliciter aussi pour des suivis individuels ou rejoindre le club privé qui aura eu cette vidéo en avant-première, ainsi que plein d'autres. Je vous mets tout ça dans la description de la vidéo. Vous avez juste à cliquer, à regarder. Ah oui, aussi, je vous ai mis une formation gratuite. Ah oui, ça, je ne vous l'ai pas dit. Une formation gratuite en description pendant 6 jours sur la gestion émotionnelle du chien. Vous cliquez, vous laissez guider. Vous n'êtes pas obligé de la faire tous les jours, hein, mais vous allez recevoir du nouveau contenu tous les jours. Après, vous la faites quand vous voulez. Ça aussi, ça a été revu et suivi par des milliers de personnes qui ont bien kiffé. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et sur ce, en fonction de vos résultats, soit on se reverra jamais parce que c'était nul à chier, vous n'avez pas aimé, soit vous avez bien aimé et on va reprogrammer ça avec le collègue. On aura encore d'autres sujets, d'autres vidéos, d'autres thèmes. On trouvera peut-être moins de sujets, plus en profondeur, peut-être plus de sujets. On verra. En fonction de vos retours, on améliorera le concept parce que le but, c'est que vous kiffiez aussi le truc. Ok, sur ce, salut. Ciao tout le monde.